Le téléphone de Mason Doyle vibra lorsqu'il s'engagea dans l'allée de sa maison coloniale à 2 étages. L'appel d'urgence du projet Riverside Mall avait pris fin 3 heures plus tôt. Une aubaine, vu que le coulage du béton était prévu jusqu'à minuit. Il coupa le moteur de son F-250 et s'assit un instant, savourant cette rare occasion de surprendre Leia. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur bleutée de la télévision du salon. Étrange. La Honda de Leia n'était pas au garage. Mason regarda sa montre. 20h47. Son rendez-vous prénatal avec le docteur Morrison était à 18h30. Elle aurait dû être rentrée à l'heure qu'il était, se plaignant probablement du temps d'attente et d'une envie de glace comme avec Callie 14 ans plus tôt. Il poussa la porte latérale et laissa tomber ses clés sur le comptoir de la cuisine. Tu es en haut? Silence. La télévision du salon diffusait une émission de télé-réalité à faible volume. La tasse de café de Leia était posée sur la table basse, une tache de rouge à lèvres sur le bord, mais le café était froid. Son sac à main n'était pas accroché à la porte. Mason a sorti son téléphone et a appelé son portable. Directement sur la messagerie. Dis donc, ma belle, je viens de rentrer tôt. Rappelle-moi. Il a réessayé 15 minutes plus tard. Même résultat. À 9h30, une réelle inquiétude s'est installée. Mason avait bâti sa réputation dans le bâtiment sur la fiabilité et le souci du détail. Quand quelque chose ne convenait pas, il enquêtait. Leia était enceinte de 6 mois de leur deuxième enfant. Elle n'a pas disparu comme ça. Il a appelé le cabinet du docteur Morrison, sachant qu'il tomberait sur le répondeur. Morrison, gynécologue obstétricienne, ici Sarah. Bonjour, ici Mason Doyle. Ma femme Leia avait rendez-vous ce soir vers 18h30. Elle n'est pas encore rentrée et je commence à m'inquiéter. Pouvez-vous me dire à quelle heure elle est partie? Un instant. Laissez-moi vérifier notre système. Monsieur Doyle, je vous montre que le dernier rendez-vous de Leia Doyle remonte à 3 semaines. Elle a annulé celui de ce soir ce matin. Mason a resserré sa prise sur le téléphone. C'est impossible. Elle est partie à 18h en disant qu'elle allait voir le docteur Morrison. Monsieur, je consulte son dossier en ce moment. Elle a appelé à 9h15 et a dit qu'elle devait reporter son rendez-vous pour une urgence familiale. Quelle urgence familiale? Je n'ai pas cette information, monsieur Doyle. Puis-je vous aider d'une autre manière? Mason raccrocha et fixa le téléphone. Leia avait menti sur le rendez-vous. Mais pourquoi et où était-elle? Il monta l'escalier jusqu'à leur chambre. L'ordinateur portable de Leia était ouvert sur sa commode, toujours connecté. Mason n'avait jamais fouillé dans ses affaires. La confiance avait été le fondement de leurs 15 ans de mariage. Mais la confiance présupposait l'honnêteté. Son email était ouvert sur un fil de discussion avec une certaine Ado Wells. L'objet indiquait « Projet pour jeudi ». Le sang de Mason se glaça en lisant un point. « Wells, êtes-vous sûr que Mason ne se doute de rien? Ça se complique. Là, il est complètement paumé. Il croit que je vois Morrison 2 fois par semaine. Tenez-vous-en au plan. Un point. Wells, je ne peux pas continuer comme ça. Le risque est trop élevé. Leia, Aaron, nous en avons parlé. Vous avez accepté d'abandonner le bébé une fois né. Ne reculez pas maintenant. Aaron, Dr. Aaron Wells, l'ex-mari de Leia, issu de son premier mariage. Mason a parcouru des semaines de messages, de réservations d'hôtels, d'horaires et de lieux, de références à notre bébé, et quand Mason l'apprendrait, et de sécurité financière. Ses mains tremblaient en ouvrant son agenda. Sous la date d'aujourd'hui, un acquisition de 7 heures ce mardi prochain, transfert de date d'accouchement légale. Sous le 15 mars, dans 3 mois, bébé arrive. M ne sait pas. Mason a trébuché en arrière, ses jambes heurtant le lit. Leia était enceinte de l'enfant d'Aaron. Elle mentait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Les rendez-vous prénataux, les visites chez le médecin, l'excitation d'agrandir leur famille, que des mensonges. Mais l'inscription au calendrier, transfert de date d'accouchement, suggérait autre chose, quelque chose de pire. Il ouvrit l'historique de son navigateur, rechercha les lois sur la gestation pour autrui, l'Illinois, le transfert légal de filiation et la détection des signatures falsifiées. Dans son dossier de téléchargement, il trouva un PDF, un contrat de gestation pour autrui. Wells Doyle. Mason ouvrit le document d'une main tremblante. Le contrat stipulait que Leia Doyle agissait comme mère porteuse pour Aaron Wells, portant un enfant conçu par transfert d'embryon. Le père d'intention était Aaron Wells. Le document était signé par toutes les parties, y compris Mason Doyle. Sauf que Mason n'avait jamais vu ce document de sa vie.
Sa signature était parfaite. Chaque boucle, chaque courbe correspondait à sa véritable signature, mais il ne se souvenait de rien. Mason attrapa le téléphone de Leia sur la table de nuit, soulagé qu'elle n'ait jamais changé son code d'accès depuis l'anniversaire de Callie. Dans un dossier caché intitulé « Juridique », il trouva des photos de relevés bancaires montrant des paiements d'Aaron sur leur compte joint. 25 000 $ sur 4 mois, et en dessous, une application d'enregistrement avec des fichiers classés par date. Il passa à la plus récente, la voix d'Hila. Il commence à poser des questions sur les rendez-vous. La voix d'Aaron. On devrait peut-être lui dire la vérité. Hila, es-tu folle? Si Mason découvre que je porte ton bébé, il divorcera et je n'aurai rien. Le contrat de gestation pour autrui garantit que je serai payé quoi qu'il arrive. Quand le bébé naîtra, tu le prendras. Et Mason n'aura jamais à savoir que ce n'était pas le sien. Aaron. Et s'il veut un test de paternité, Leia. Il ne le fera pas. Il me fait entièrement confiance. De plus, j'ai simulé des symptômes de grossesse avec notre premier enfant. Il supposera que celui-ci est le sien aussi. Mason lâcha le téléphone. La pièce tournoya autour de lui. Leia préparait ça depuis des mois. Elle avait imité sa signature sur des documents juridiques, accepté de l'argent de son ex-mari et avait l'intention de faire passer l'enfant d'Aaron pour le sien. Si Aaron n'avait pas voulu du bébé, Mason aurait élevé l'enfant d'un autre toute sa vie, sans jamais connaître la vérité. Mais le pire, c'était la froideur calculatrice dans sa voix. Elle avait utilisé sa confiance, son amour, son désir d'un autre enfant comme arme contre lui. Les phares de la voiture balayèrent le mur de la chambre. Leia était rentrée. Mason ferma l'ordinateur portable et rangea le téléphone à sa place. Son esprit passa en revue les options. Les papiers du divorce de l'avocat, mais quelque chose de plus sombre murmura à son oreille. Leia avait passé des mois à le tromper avec une précision chirurgicale. Peut-être était-il temps de lui rendre l'appareil. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Leia appeler à l'étage. « Mason, tu es rentré tôt? » « Oui. » Il rappela, surpris par sa voix si normale. « Je viens d'arriver. Comment allait le docteur Morrison? » « Oh, tu sais, toujours le même examen. Le bébé se porte à merveille. » Elle apparut dans l'embrasure de la porte, encore rayonnante de cet éclat de grossesse qui l'avait fait retomber amoureux d'elle 6 mois plus tôt. Maintenant, ça le rendait malade. « Tout va bien? » demanda-t-elle en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. « Tu es pâle. » Mason força un sourire. Longue journée, juste fatigué. Mais tandis que Leia enfilait sa chemise de nuit en fredonnant doucement, Mason planifiait déjà sa prochaine action. Si sa femme voulait jouer avec des documents juridiques et des vérités cachées, elle avait choisi le mauvais adversaire. Mason Doyle avait bâti son entreprise sur des fondations durables. Demain, il commencerait à bâtir une fondation qui enterrerait à jamais les mensonges de Leia. Mason partit travailler à 6 heures du matin, 2 heures plus tôt que d'habitude. Au lieu de se rendre sur le site du centre commercial Riverside, il se rendit en centre-ville au bureau des archives du comté de Cook. Son ami Jake Moretti travaillait aux archives foncières. Ils avaient été au lycée ensemble. Et Jake devait une faveur à Mason, car il avait rénové sa cuisine à prix coûtant. « Mason, qu'est-ce qui t'amène si tôt? » demanda Jake en sirotant un café dans une tasse. « J'ai besoin d'une faveur discrète. Peux-tu me montrer des documents déposés au nom de ma femme ces 6 derniers mois? Surtout des documents juridiques ou médicaux. » Jake haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. 20 minutes plus tard, il tendit à Mason un dossier en papier craft. Il y avait un contrat de maternité de substitution déposé auprès de l'État, une procuration médicale et des documents d'assurance. Votre signature figure sur chacun d'eux. Mason serra les dents en feuilletant les documents. Chaque signature était parfaite. Trop parfaite. Sa véritable signature comportait de subtiles variations, une légère pression sur le monsieur, une petite incohérence dans le dé de Doyle. Ces signatures étaient une photocopie parfaite. Jake, qui les a déposées? On dirait qu'elles sont passées par le cabinet de l'avocat Carl Manning. Vous le connaissez? Mason connaissait Manning de réputation. Cher, impitoyable et efficace. Le genre d'avocat qu'on engage quand il faut gagner à tout prix. Merci, Jake. Je te dois bien ça, Mason. Jake appela en arrivant à la porte. Tout va bien à la maison? Mason marqua une pause. Pas encore, mais ça viendra. Son prochain arrêt était le Northwestern Memorial Hospital, où exerçait Aaron Wells. Mason y avait fait des travaux de construction 2 ans plus tôt et connaissait encore des gens de l'entretien et de l'administration. Sarah Chen, DRH,
avait flirté avec le contremaître de Mason pendant les travaux de rénovation, un coup de fil, et 20 minutes plus tard, elle le rencontrait à la cafétéria de l'hôpital. Le docteur Wells avait demandé un congé il y a 3 semaines, dit-elle doucement. Raison médicale, diagnostic de cancer. Il ne devrait pas revenir. Cancer du pancréas. Très agressif. Il lui reste peut-être 4 à 6 mois. Le déclic s'est fait. Aaron était mourant. Il avait mis Leia enceinte, mais ne voulait pas accabler un enfant avec un père mourant. La gestation pour autrui lui permettait de partir sans encombre pendant que Leia percevait le paiement et faisait passer le bébé pour celui de Mason. Sauf qu'Aaron avait des doutes. Mason remercia Sarah et resta assis dans son camion sur le parking de l'hôpital, les yeux rivés sur son téléphone. Il pouvait maintenant affronter Leia, demander le divorce et s'en aller. Ce serait simple, clair et équitable. Mais l'équité n'avait pas fait partie du plan de Leia lorsqu'elle avait falsifié sa signature et volé 6 mois de sa vie. Mason se rendit en voiture à l'appartement de Tereri, de l'autre côté de la ville. Son jeune frère travaillait dans l'équipe de Mason et vivait dans un ancien entrepôt que Mason l'avait aidé à rénover. Terry ouvrit la porte en caleçon et t-shirt beige, plissant les yeux face au soleil matinal. « Bon sang, Mason, il n'est même pas 20 heures. Il faut qu'on parle. Enfile un pantalon. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis à la table de la cuisine de Tereri avec du café et les beignets de la veille. Mason étala tout. Les emails, le contrat de gestation pour autrui, les fausses signatures, le diagnostic de cancer d'Aaron. Terry siffla doucement. « Bon sang, Mason. Il a se moque de toi depuis des mois. Ça empire. » Mason lui montra l'enregistrement sur le téléphone de Leia. Le visage de Terry s'assombrit en écoutant le calcul froid d'Ila. « Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je ne sais pas encore, mais j'en ai marre d'être la victime. Tu veux que j'aie une conversation avec Aaron à l'ancienne? » Mason faillit sourire. Terry avait passé 2 ans en prison pour agression dans sa vingtaine. Il s'était ressaisi, mais la tension était toujours là. « Pas encore, mais j'aurais peut-être besoin de ton aide pour autre chose. » Le téléphone de Mason vibra. À SMS de Leia. « Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Il montra le message à Terry. Elle doit rencontrer Aaron. Je vais la suivre. Mason, fais attention. Si elle est aussi manipulatrice, on ne sait jamais de quoi d'autre elle est capable. Ce soir-là, Mason se gara en face de leur maison et attendit. À 19h15, la Honda de Leia quitta l'allée. Mason la suivit à distance, les mains agrippées au volant. Elle roula vers le nord sur l'autoroute 45, dépassant le centre commercial et les nouveaux lotissements en direction du Lake District, où des maisons à plusieurs millions de dollars s'élevaient sur des rivages privés. La famille d'Aaron était riche. Son père possédait 3 concessions automobiles à Chicago. Leia s'engagea dans une allée de gravier menant à une cabane en cèdre surplombant l'eau. Mason se gara derrière une pinède et sortit l'appareil photo de son téléphone. Par les fenêtres de la cabine, il vit Leia et Aaron s'enlacer. Pas l'étreinte de complices ou de vieux amis, l'étreinte d'amoureux. Aaron paraissait maigre, émacié par les traitements contre le cancer, mais la façon dont il tenait Leia, la façon dont elle se serrait contre lui, indiquait clairement que leur relation était loin d'être terminée. Mason prit des photos et commença à filmer. Pendant 45 minutes, il documenta leurs retrouvailles. Conversations intimes, baisers passionnés, la main de Leia sur son ventre tandis qu'Aaron s'agenouillait pour parler au bébé. Le bébé qu'il pensait être le sien. À 9h30, Leia embrassa Aaron pour lui dire au revoir et se dirigea vers sa voiture. Mason démarra son camion et la suivit chez elle, gardant ses distances. Elle arriva 20 minutes avant. Lui, juste le temps de prendre une douche et d'enfiler son pyjama. Quand Mason franchit la porte, elle était recroquevillée sur le canapé avec un livre et une tasse de thé. « Comment s'est passée ta journée, ma puce ?» Elle demanda en levant les yeux avec un sourire qui ne le trompait plus. « Bien, à bientôt. »« Oh, vous savez, rendez-vous chez le médecin, course. J'ai récupéré Callie à l'entraînement de foot. » Encore un mensonge. Callie était chez son ami Madison pour une soirée pyjama. « Comment va le bébé ?» Leia porta la main à son ventre. « Parfait. Le docteur Morrison dit que tout va bien. » Mason hocha la tête et l'embrassa sur le sommet de la tête, goûtant la trahison dans ce geste. « Je vais prendre une douche. » À l'étage, il transféra les photos et les vidéos de son téléphone vers un compte cloud sécurisé. Puis il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur l'inspectrice Elise Carter, dont il avait vu le nom sur le tableau d'affichage de la cafétéria de l'hôpital. Spécialisée dans les affaires de fraude,
Mason avait déjà un plan en tête quand Leia se coucha. Si elle voulait jouer à des jeux juridiques avec des faux documents et des vérités cachées, il les jouerait mieux. Mason, murmura Leia dans le noir. Tu es réveillé? Ouais, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Mason fixait le plafond, écoutant sa respiration lente, même dans le sommeil. Je sais, murmura-t-il en retour. Mais l'amour fondé sur le mensonge n'était pas de l'amour du tout. C'était juste une autre forme de vol. Et Mason Doyle s'apprêtait à apprendre à sa femme que certains vols s'accompagnaient d'intérêts composés. Mason rencontra l'inspectrice Elise Carter dans un restaurant du sud de la ville, loin de tout endroit où Leia aurait pu les repérer. Carter était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être la quarantaine, avec un regard perçant qui ne manquait de rien. « Monsieur Doyle, vous avez dit qu'il s'agissait d'une fraude documentaire. » Mason exposa les preuves méthodiquement. Les faux contrats de maternité de substitution, les virements bancaires d'Aaron, les faux rendez-vous médicaux. Carter écouta sans interruption, prenant des notes de temps en temps. La falsification est assez évidente, dit-elle finalement. Mais l'aspect maternité de substitution complique les choses. Si elle croyait sincèrement aider son ex-mari, elle ne l'aide pas. Mason lui a montré les enregistrements du téléphone de Leia. Elle nous utilise tous les deux. Le visage de Carter s'est durci en écoutant le calcul froid de Leia. Cela change la donne. Nous sommes en présence de fraude, d'usurpation d'identité et potentiellement d'extorsion. Mais j'ai besoin de plus de preuves avant de pouvoir continuer. Quel genre de preuves? Des relevés financiers montrant un schéma de tromperie. Des témoins pouvant attester de ses intentions et nous devons confirmer la paternité du bébé. Mason a hoché la tête. De combien de temps ai-je besoin? Elle doit accoucher dans 3 mois. Si elle accouche et transfère la garde à Aaron, cela devient beaucoup plus compliqué juridiquement. Le tribunal aux affaires familiales intervient, et ce tribunal n'aime pas séparer les bébés de leur mère. Cet après-midi-là, Mason a appelé le cabinet de l'avocat Carl Manning. Manning avait déposé les documents de maternité de substitution. Soit il avait été dupé par Leia, soit il faisait partie du complot. Monsieur Manning, je crois comprendre que vous avez rempli des documents pour ma femme concernant une gestation pour autrui. Monsieur Doyle, oui. Votre femme est arrivée il y a environ 4 mois avec ces documents. J'ai supposé que vous aviez tout discuté en détail. Vous avez supposé que vous n'aviez pas vérifié ma signature. Un silence. Monsieur Doyle, votre femme a présenté les documents comme étant dûment signés. Elle a dit que vous les aviez signés à la maison en raison de vos horaires de travail. Y a-t-il un problème? Il y a un gros problème. Je n'ai jamais signé ces documents. Je vois. Je pense que nous devrions nous rencontrer en personne. 1 heure plus tard, Mason était assis en face de Manning dans son bureau du centre-ville. L'avocat était plus jeune que ce que Mason avait imaginé, peut-être 35 ans, avec l'air affamé de quelqu'un qui se forge une réputation. Monsieur Doyle, si ce que vous me dites est vrai, j'ai été complice involontaire d'une fraude. Votre femme a expressément dit que vous étiez d'accord avec la gestation pour autrui. A-t-elle payé vos honoraires en espèces? Manning hocha la tête d'un air sombre. 2500 $ en espèces. Elle a dit que vous préfériez garder certaines transactions financières confidentielles pour des raisons fiscales. Encore un mensonge. Mason payait ses impôts méticuleusement. Et j'ai conservé des relevés détaillés de toutes mes dépenses professionnelles. Monsieur Manning, je souhaite vous embaucher. Mais cette fois, je veux que vous travailliez pour moi. Manning s'est adossé à sa chaise. Monsieur Doyle, il y a conflit d'intérêts. J'ai représenté votre femme dans l'affaire initiale. Vous avez représenté quelqu'un qui vous a menti et qui a potentiellement fait de vous un complice de fraude. J'aurais pensé que vous voudriez vous protéger. Que proposez-vous? Je souhaite demander le divorce pour fraude et cruauté psychologique. Je veux la garde exclusive de ma fille et je veux m'assurer que Leia ne perçoive pas un centime de mes biens ni de mes futurs revenus. Manning est resté silencieux un long moment. C'est agressif. L'Illinois est un État où le divorce est sans faute. Prouver une fraude suffisamment importante pour affecter le partage des biens est difficile. J'ai des enregistrements, des photos, de faux documents et des relevés bancaires. Est-ce difficile maintenant? Manning a souri pour la première fois depuis l'arrivée de Mason. Pas difficile du tout. Mais nous devons être stratégiques. Si vous allez trop vite, elle pourrait disparaître avec le bébé. Si vous allez trop lentement, elle achèvera le transfert de maternité de substitution et disparaît de toute façon. Que recommandez-vous? Nous montons d'abord un dossier solide. Nous documentons tout. Nous recueillons les témoignages de témoins qui peuvent témoigner de sa personnalité et de votre relation.
Ensuite, nous agissons rapidement et fermement au moment où elle s'y attend le moins. Ce soir-là, Mason a appelé son père. Eric Doyle avait 72 ans, un électricien syndicaliste à la retraite qui a appris à Mason que la parole d'un homme était son engagement et que la trahison était le péché impardonnable. « Papa, j'ai besoin de te parler à toi et à Callie ce soir. »« Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? » »« Tout. » 1 heure plus tard, Mason était assis à la table de la cuisine de son père avec Callie et Eric. Sa fille avait 14 ans, assez âgée pour comprendre les problèmes des adultes, mais assez jeune pour en être dévastée. Mason a choisi ses mots avec soin. « Callie, tu sais que ta mère est enceinte. »« Ouais, de mon petit frère ou de ma petite sœur. Le bébé n'est pas de moi. » Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie. Le visage de Callie a traversé une série d'expressions. Confusion, incrédulité, colère. Que voulez-vous dire? Mason a expliqué elle avait expliqué la situation en des termes qu'elle pouvait comprendre. Sa mère avait menti, falsifié des papiers et porté le bébé d'un autre homme en prétendant qu'il était celui de Mason. Callie s'est mise à pleurer. Maman ne ferait pas ça. Elle t'aime. Eric tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa petite fille. Callie, parfois les gens qu'on aime nous déçoivent. Cela ne veut pas dire qu'on cesse de les aimer, mais cela signifie qu'on doit se protéger. Tu divorces? Demanda Callie. Probablement, mais ça ne change rien entre nous. Tu es ma fille, et je serai toujours ton père. Et le bébé? Mason se débattait avec cette question. Le bébé n'est pas de ma responsabilité, mais ce n'est pas sa faute. Callie s'essuya les yeux. Je la déteste. Je la déteste de t'avoir menti. Ne la déteste pas, Callie, mais ne lui fais pas confiance non plus. Et si elle te pose des questions sur ce que je fais ou où je vais, tu n'es pas obligé de répondre. Eric raccompagna Mason jusqu'à son camion. Mon fils, que vas-tu faire ensuite? Je vais la détruire légalement, financièrement et socialement. Elle s'est servie de moi, papa. Elle a falsifié mon nom et volé des mois de ma vie. Eric hocha lentement la tête. Ta mère, que Dieu ait son âme, disait que se venger, c'était comme creuser 2 tombes. Mais parfois, mon fils, l'autre personne, commence à creuser en premier. Le lendemain matin, Mason a appelé pour dire qu'il était malade au travail pour la première fois depuis 3 ans. Au lieu de cela, il a conduit jusqu'à Northwestern Memorial et a attendu dans le parking qu'Aaron Wells arrive pour son rendez-vous de chimiothérapie. Aaron avait l'air pire que sur les photos. Plus maigre, plus pâle, bougeant comme si chaque pas lui faisait mal. Mason le suivit à l'hôpital et attendit qu'Aaron soit seul dans la salle d'attente du service d'oncologie. Dr. Wells. Aaron leva les yeux et Mason vit la reconnaissance et la peur se lire sur son visage. Tu es Mason Doyle. Il faut qu'on parle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mason s'assit. Bref, Aaron, tu es en train de mourir. Je comprends. Et tu as mis ma femme enceinte. Je suis encore en train de digérer ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as cru que c'était acceptable de falsifier ma signature sur des documents juridiques. Je n'ai jamais rien falsifié. Le contrat de gestation pour autrui porte ma signature. Je ne l'ai jamais signé. Le visage d'Aaron est devenu blanc. Léa a dit que tu avais tout accepté. Elle a dit que tu voulais aider, mais que tu préférais garder ton implication privée. Tu y croyais vraiment ou tu voulais juste y croire? Aaron a fermé les yeux. Je meurs, Mason. Il me reste peut-être 4 mois. Léa est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait me donner un enfant avant de mourir. Une partie de moi qui continuerait après ma mort. Et quand le bébé naîtrait, je devais le prendre et l'élever, mais je ne peux pas le faire maintenant. Je suis trop malade. Les traitements ne fonctionnent pas. Mason sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Alors, quel est le plan maintenant, Aaron? Léa dit, tu feras un bon père. Meilleur que je n'aurais jamais pu l'être. Léa dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges. Aaron ouvrit les yeux et regarda Mason droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Mason se leva. Je vais te donner le choix, Aaron. Tu peux coopérer avec mon avocat spécialisé en divorce et témoigner que Léa nous a trompés tous les deux, ou tu peux essayer de la protéger et tomber avec elle lorsque les accusations de fraude seront portées. Et si je coopère, je veillerai à ce que tes derniers mois soient confortables. Tu pourras mourir dignement. Et si je ne le fais pas, murmura Mason, alors je veillerai à ce que tes derniers mois soient très, très difficiles. Aaron hocha lentement la tête. Je coopérerai. Alors que Mason retournait à son camion, il sentit un changement fondamental en lui. L'homme qui était entré dans cet hôpital avait été une victime, réactive et émotionnelle. L'homme qui en sortait était tout autre chose.
Leia lui avait appris que la confiance était une arme qui pouvait être utilisée contre soi. Il était temps de lui apprendre ce qui se passait lorsque cette arme était retournée. Mason passa la semaine suivante à se préparer minutieusement. Il engagea un détective privé pour documenter les rencontres continues de Leia avec Aaron. Il demanda à l'inspecteur Carter de vérifier les antécédents de Leia et d'Aaron à la recherche de schémas de tromperie. Et il travailla avec Carl Manning pour préparer les documents juridiques qui gèleraient leurs avoirs et obtiendraient la garde d'urgence de Cali. Mais d'abord, il voulait donner à Leia une dernière chance de dire la vérité. Jeudi soir, Mason suggéra d'inviter les deux couples de parents à dîner samedi pour célébrer l'arrivée du bébé et l'unité familiale. Leia accepta avec enthousiasme, visiblement touchée par son geste. Vendredi soir, Mason appela Aaron. « Je dîne en famille demain soir. Les parents de Leia, mon père, notre fille. Je te veux là. » Mason, je ne pense pas que ce n'était pas une demande. Aaron. Tu préfères la facilité ou la difficulté? Soupira Aaron. À quelle heure? Samedi soir, Mason faisait griller des steaks sur la terrasse arrière tandis que Leia recevait leurs invités dans le salon. Rachel Brennan, la mère de Leia, tenait la cour en racontant ses propres grossesses. Elle avait toujours traité Mason comme un peu inférieur à sa fille. Il était ouvrier. Après tout, pas un professionnel comme Aaron. Eric Doyle écoutait poliment, mais continuait à lancer des regards interrogateurs à Mason. Cali était assise. Elle piochait tranquillement dans sa nourriture, digérant encore tout ce que Mason lui avait dit. À 19h30, la sonnette retentit. Leia leva les yeux, perplexe. « On attend quelqu'un d'autre ?» Mason alla ouvrir. Aaron se tenait sur le porche, l'air d'un mort, réchauffé, mais vêtu d'un pantalon et d'une chemise boutonnée. « Aaron !» La voix de Leia était aiguë de panique. « Que fais-tu ici ?»« Je l'ai invité, » dit Mason calmement. « Je pensais que notre dîner de famille devait inclure tous ceux qui sont vraiment de la famille. » Rachel Brennan regarda Aaron et Leia avec une suspicion croissante. Là, que se passe-t-il? Mason retourna dans la salle à manger et connecta son ordinateur portable au grand écran. Je voulais partager quelques photos de la grossesse de Leia. Immortaliser ce moment spécial de nos vies. La première image apparut à l'écran. Leia et Aaron s'enlaçant dans le chalet au bord du lac. Leia se leva d'un bond. Mason, ne t'assieds pas. Sa voix était glaciale à glacer le sang. L'image suivante, la main d'Aaron sur la main enceinte d'Hila. Ventre, tous deux souriant intimement. Rachel halta. Hila, qu'est-ce que c'est? Je peux t'expliquer. Mason cliqua sur l'image suivante, un relevé bancaire montrant les versements d'Aaron sur leur compte joint. 25 000 $, dit Mason sur le ton de la conversation. Paiement pour service rendu. Eric Doyle posa sa fourchette. Fils, que se passe-t-il? Mason cliqua sur le contrat de gestation pour autrui. Ce document stipule que ma femme porte le bébé d'Aaron en tant que mère porteuse. Il porte ma signature, acceptant l'arrangement. Il regarda Leia droit dans les yeux. Sauf que je ne l'ai jamais signé. Le visage de Leia était devenu blanc. Mason, laisse-moi t'expliquer. Oh, tu vas t'expliquer. Mason cliqua sur le lecteur audio. Mais d'abord, écoutons-toi expliquer à Aaron. La voix enregistrée de Leia emplit la pièce. Si Mason découvre que je porte ton bébé, il divorcera et je n'aurai rien. Le contrat de gestation pour autrui garantit que je serai payé quoi qu'il arrive. Quand le bébé naîtra, tu le prendras, et Mason n'aura jamais à savoir que ce n'était pas le sien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rachel fixa sa fille avec horreur. Leia, dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman, je peux tout expliquer. Tu as contrefait ma signature, dit doucement Mason. Tu as pris de l'argent à ton ex-mari pour porter son bébé, et tu allais me laisser élever l'enfant d'un autre homme pour le reste de ma vie, sans jamais connaître la vérité. Cali se leva brusquement. Je vais dans ma chambre. Elle regarda sa mère avec dégoût. Je ne peux même pas te regarder. Aaron s'éclaircit la gorge. Je devrais peut-être y aller. Assieds-toi, Aaron. La voix de Mason claqua comme un fouet. Tu es impliqué aussi. Rachel se tourna vers Aaron. Comment as-tu pu faire ça à Mason? C'est un homme bien. Madame Brennan, je pensais que Mason était au courant. Là me l'a dit. Là t'as dit ce que tu voulais entendre. Mason l'interrompit. Parce que vous êtes tous les deux des lâches égoïstes qui pensaient pouvoir m'utiliser pour réparer vos dégâts. Eric se leva lentement. Fils, je pense qu'on devrait appeler la police. C'est déjà réglé. Papa, l'inspecteur Carter portera plainte lundi matin. Fraude, usurpation d'identité, complot en vue de commettre une fraude.
Léa a enfin trouvé sa voie. Mason, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Tu aimes mon salaire. Tu aimes ma stabilité. Tu aimes que je sois assez stupide pour te faire confiance. Mason cliqua sur la dernière image, un formulaire d'autorisation de test ADN. Mais tu ne m'aimes pas assez pour me dire la vérité. Qu'est-ce que c'est? Un test de paternité ordonné par le tribunal. On saura dans les 48 heures si ce bébé est de moi ou d'Aaron. Tu ne peux pas le faire sans mon consentement. Mason sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Je peux quand il y a des preuves de fraude. Le juge Martinez a signé l'ordonnance hier. Rachel regarda la pièce avec désespoir. Il doit y avoir une explication, un malentendu. Le seul malentendu, dit Eric d'un ton sombre, c'est que Léa pensait pouvoir s'en tirer. Aaron se leva en tremblant. Je devrais partir. C'est entre toi et Léa maintenant. Plus rien n'est entre Léa et moi. Mason dit. Notre mariage a pris fin le jour où elle a contrefait ma signature. Léa se mit à pleurer. Mason, s'il te plaît. Le bébé a besoin d'un père. Le bébé a un père. Il est assis juste là. Mason désigna Aaron du doigt. Ce dont le bébé n'a pas besoin, c'est d'une mère menteuse et voleuse. Je ne renoncerai pas à mon bébé. Ce n'est plus ton choix. Mason éteignit la télévision et son ordinateur portable. J'ai demandé la garde d'urgence en raison de ton comportement frauduleux. Carl Manning pense que nous avons d'excellentes chances. Rachel parla enfin, la voix creuse. Là, est-ce vrai? Léa regarda autour d'elle, les visages qui la fixaient. L'horreur de sa mère, la culpabilité d'Aaron, le dégoût d'Eric et la fureur froide de Mason. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé comme ça, dit Mason. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Il se dirigea vers la porte d'entrée et la tint ouverte. Je crois que ce dîner est terminé. Aaron partit le premier, marchant comme un homme qui se dirige vers sa propre exécution. Rachel le suivit, incapable de soutenir le regard de Mason. Arrivée à la porte, elle se retourna. Mason, s'il te plaît, ne détruis pas ma fille pour ça. Ta fille s'est détruite elle-même. Je m'assure juste que tout le monde le sache. Après leur départ, Mason trouva Léa assise à la table de la cuisine, toujours en pleurs. Fais tes bagages, dit-il doucement. Tu peux rester chez ta mère pendant que les avocats règlent ça. C'est aussi ma maison. Plus maintenant. L'ordonnance restrictive entre en vigueur lundi matin. Léa leva les yeux vers lui, les yeux rouges. Tu vas vraiment détruire toute notre vie pour ça? Mason s'assit en face d'elle. Là, toute notre vie était déjà détruite. Tu l'as détruite le jour où tu as décidé que j'étais assez stupide pour élever l'enfant d'un autre. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. Je sais. C'est ce qui rend la chose impardonnable. Elle monta à faire ses valises et Mason s'assit seul dans sa cuisine, écoutant ses pas au-dessus. 15 ans de mariage réduits au bruit des fermetures éclairs des valises et des tiroirs qui se ferment. Lorsqu'elle redescendit, elle le regarda une dernière fois. Je t'aimais vraiment, Mason. Non, dit-il doucement. Tu aimais ce que je pouvais t'offrir. Il y a une différence. Après son départ, Mason se versa 3 doigts de bourbon et s'assit sur sa terrasse, regardant le jardin où il s'était imaginé apprendre à son fils à lancer un ballon de football. Son téléphone vibra. Un SMS de Terry. Comment ça s'est passé? Répondit Mason. Phase terminée. Car ce n'était pas la fin du châtiment de Léa. Ce n'était que le début. Lundi matin, l'inspecteur Carter se présenta à la porte de Mason avec un mandat d'arrêt contre Léa. Fraude au premier degré, usurpation d'identité et complot. La caution fut fixée à 50 000 $. L'argent manquait à Léa, Mason ayant déjà gelé leur compte joint. Elle passa 3 jours en cellule de détention avant que Rachel ne puisse réunir la caution. Carl Manning agissait avec une précision chirurgicale. Audience d'urgence pour la garde de Cali, accordée. Injonction restrictive interdisant à Léa d'entrer au domicile conjugal, accordée. Audit comptable judiciaire de tous les documents financiers, ordonné par le tribunal. Mais le véritable coup dur fut lorsque Manning porta plainte au civil contre Léa et Aaron pour dommages et intérêts. Fraude, atteinte intentionnelle à la vie privée, complot en vue d'escroquer. Le montant, 2 millions de $. 2 millions? Demanda Mason, assis dans le bureau de Manning. Votre entreprise de construction vaut environ 800 000 $. Votre maison vaut 350 $. Votre détresse émotionnelle, perte de consortium et dommages et intérêts punitifs complètent le reste.
L'assurance responsabilité civile professionnelle d'Aaron couvrira sa part si nous pouvons prouver une faute professionnelle. Le pouvons-nous? Il a utilisé son cabinet médical pour faciliter la tromperie. Si Leia s'était fait passer pour une patiente pour entretenir le mensonge, cela justifierait la perte de son droit d'exercer la médecine, même à titre posthume. Mason hocha la tête. Aaron était mourant de toute façon, mais l'enquête du conseil médical détruirait sa réputation et supprimerait toute pension de retraite pour sa succession. Et Leia, elle sera ruinée. Plus d'actifs, plus de revenus, des frais juridiques insolvables et une condamnation pour fraude la rendant inemployable à tout poste exigeant la confiance. Bien. Manning haussa un sourcil face au ton froid de Mason, mais ne dit rien. Les résultats du test de paternité sont tombés mercredi. Aaron Wells était le père biologique. Mason n'a rien ressenti. Ni tristesse, ni soulagement, juste une satisfaction froide que son instinct ait été bon. Jeudi, Leia a violé l'ordonnance restrictive. Mason était au travail lorsque son téléphone a sonné. Callie sanglotait. « Papa, maman est à mon école. Elle essaie de me ramener chez moi. Où es-tu maintenant? » Dans le bureau du proviseur. Il ne la laisse pas m'emmener, mais elle hurle sur tout le monde. Je suis en route. Mason arriva au lycée Lincoln et trouva 2 voitures de police sur le parking. Par la fenêtre du bureau du proviseur, il vit Leia gesticuler sauvagement en direction du proviseur Henderson tandis que l'agent Rodriguez essayait de la calmer. « Monsieur Doyle ?» L'agent Rodriguez sortit. « Votre femme a violé l'ordonnance restrictive. Nous la plaçons en garde à vue. Callie va bien? Secouée, mais elle va bien. Votre femme exigeait qu'on la ramène chez elle, prétendant que vous l'aviez kidnappée. » Mason les regarda emmener Leia menottée. Elle l'aperçut par la fenêtre et hurla quelque chose qu'il ne put entendre. « Papa !» Callie apparut à côté de lui, le visage bouffi par les larmes. « Tout va bien, ma puce. Elle ne peut plus te faire de mal maintenant. » Cette infraction a renvoyé Leia en prison pendant 10 jours. Le juge Martinez n'a pas apprécié que les accusés ignorent les ordonnances du tribunal. Pendant ce temps, le détective privé de Mason était occupé. Une vérification des antécédents a révélé que Leia avait déjà eu recours à des stratagèmes similaires. Pas vraiment une fraude, mais un schéma de manipulation et d'exploitation financière. Son premier mariage avec Aaron s'était terminé après qu'elle avait accumulé 50 000 $ de dettes de carte de crédit sans le lui dire. Elle a un type, a rapporté le détective privé. Des hommes stables, riches et peu sûrs d'eux. Elle les valorise, les rend dépendants de son approbation, puis les saigne à blanc. Et Aaron, presque sans le sou. Le diagnostic de cancer est réel. Le pronostic est réel, mais il n'est pas aussi fauché qu'il le prétendait. Fonds fiduciaire familial, police d'assurance vie, compte d'investissement. L'homme vaut environ 3 millions. Mason a senti un déclic. Elle ne se contentait pas de porter son bébé. Elle se positionnait pour hériter de tout à sa mort. C'est mon interprétation. Veuve avec son enfant, en deuil et compatissant. Elle aurait tout eu. Plus maintenant. Vendredi après-midi, Manning a appelé pour annoncer la nouvelle. Aaron a accepté de modifier son testament. Tout est reversé à une fondation de recherche sur le cancer infantile. Le bébé reçoit un fonds fiduciaire pour ses études, mais Leia ne reçoit rien. Comment l'avez-vous convaincu? Je n'ai pas eu à le faire. Il s'avère qu'Aaron avait lui aussi des doutes sur les motivations de Leia. Les accusations de fraude et les enregistrements l'ont poussé à bout. Où cela nous place-t-il? En très bonne position. Leia fait face à des poursuites pénales, à des dommages et intérêts qu'elle ne peut pas payer et à la ruine totale. Le divorce sera prononcé dans les 60 jours. Mais Mason ne se contentait pas de victoires juridiques. Il voulait que Leia comprenne ce que la trahison pouvait ressentir de l'intérieur. Ce week-end-là, il s'est rendu au chalet d'Aaron au bord du lac. Aaron a ouvert la porte, ressemblant à un fantôme, les yeux creux, squelettiques, à peine capable de se tenir debout. « Mason, que fais-tu ici? Il faut qu'on parle du chalet. Qu'en penses-tu? » Mason lui a tendu une enveloppe en papier craft. Avis de saisie immobilière. Vous avez 3 mois de retard sur vos paiements hypothécaires. Aaron a ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. Je ne comprends pas. Les paiements sont automatiques. Ils étaient automatiques jusqu'à ce qu'il a vous convainque de changer de numéro de compte. Elle écume les paiements hypothécaires depuis des mois. Aaron s'est affalé sur une chaise. Elle a dit qu'elle m'aidait à organiser mes finances avant ma mort. Elle les rangeait toutes dans ses poches. Que se passe-t-il maintenant? La banque saisit dans 30 jours, sauf si quelqu'un paie les arriérés plus les pénalités. Environ 45 000 $.
Le rire d'Aaron était amer. Je n'ai pas 45 000 $ de liquidité. Tout est bloqué dans les traitements et les frais juridiques. Mason a sorti son chéquier. Moi? Si. Pourquoi m'aideriez-vous? Je ne vous aide pas. J'achète le chalet aux enchères, mais je pensais que vous deviez le savoir. Aaron l'a regardé fixement. Vous allez acheter le chalet de ma famille? Je vais l'acheter? Oui. Ce que j'en ferai ensuite dépend de votre coopération. La procédure de divorce. J'ai déjà accepté de témoigner. Témoigner ne suffit plus. Aaron, je veux que tu appelles Leia. Dis-lui que tu veux te réconcilier, arranger les choses, organiser une réunion. Mason, je meurs. Je n'ai plus l'énergie de jouer. La voix de Mason se réduisit à un murmure. Tu as eu l'énergie de baiser ma femme. Tu as eu l'énergie de falsifier des documents et de voler 6 mois de ma vie. Trouve-toi de l'énergie pour ça. Aaron ferma les yeux. Que veux-tu que je dise? Dis-lui que tu as changé d'avis au sujet du bébé. Tu veux l'élever toi-même. Dis-lui que tu dois la revoir une dernière fois avant de mourir. Et ensuite, tu enregistreras tout ce qu'elle dit. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque aveu de culpabilité. Le chalet. Si tu coopères, je te le rendrai. Tu peux mourir dans ta maison familiale. Et si je ne le fais pas, Mason se leva. Et tu mourras en sachant que l'endroit où tu as passé tous les étés de ton enfance appartient à l'homme dont tu as contribué à détruire la vie. Aaron hocha lentement la tête. Je passerai l'appel. Ce soir-là, Mason assis dans son camion en face du chalet, il observait avec des jumelles l'arrivée de Leia pour son rendez-vous avec Aaron. Elle avait l'air hagard. 10 jours de détention avaient été éprouvants. Mason avait donné à Aaron un enregistreur et lui avait conseillé quoi dire. Le but était de faire admettre à Leia qu'elle avait tout planifié depuis le début, qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être honnête avec Mason sur la paternité du bébé. Mason écoutait Aaron jouer son rôle à la perfection. Là, j'ai réfléchi. On devrait peut-être être ensemble. Élever le bébé en famille. Aaron, tu es en train de mourir. Et Mason sait déjà tout. Mason sait ce qu'on lui a dit. Il ne sait rien pour le chalet. Il ne sait rien des autres paiements. Un silence. Quels autres paiements? L'assurance vie que j'ai souscrite avec toi comme bénéficiaire. Les actions que j'ai transférées à ton nom. Le fonds fiduciaire que j'ai créé pour toi. Mason sourit d'un air sombre. Il n'y avait pas d'autres paiements, pas d'assurance vie, pas de fonds fiduciaire. Mais la cupidité d'Ila la ferait croire. Aaron, tu ne m'as jamais parlé de tout ça. Je voulais te faire une surprise. Un petit pécule pour après mon départ. Mais si Mason est vindicatif, on devrait peut-être accélérer nos plans. Comment ça? Épouse-moi, Leia. Ce week-end, on peut s'envoler pour Vegas, se marier et tout régler légalement avant que le divorce ne soit prononcé. Mason pouvait entendre l'excitation dans la voix de Leia. Sérieux? Sérieux. Sans jeu de mots. Mais il y a quelque chose que je dois savoir d'abord. Quoi? As-tu jamais aimé Mason? Ou était-il toujours juste la cible? Le rire d'Ila était froid et calculateur. Aaron, Mason est un homme gentil, mais il a toujours été un filet de sécurité, quelqu'un de stable sur qui compter si notre plan échouait. Enfin, pensais-tu vraiment que je choisirais un ouvrier du bâtiment plutôt qu'un médecin si j'avais vraiment le choix? Alors, tu n'as jamais eu l'intention de rester marié avec lui? Mon Dieu, non. Le plan a toujours été d'attendre ta mort. Hériter de tout, puis divorcer de Mason et prendre la moitié de ses biens aussi. Double sécurité et l'assurance bébé. Si l'héritage tournait mal, au moins j'aurais votre enfant pour garantir la pension alimentaire. Mason en avait assez entendu. Leia venait d'avouer une fraude bien plus grave que ce qu'ils avaient initialement soupçonné. Elle ne l'avait jamais aimé, n'avait jamais eu l'intention d'honorer leur vœu de mariage, et avait prévu de détruire sa vie dès le début. Il appela l'inspecteur Carter. « J'ai tout ce qu'il vous faut pour les accusations de complot. » Le lendemain matin, Carter arrêta de nouveau Leia. Cette fois pour complot en vue de commettre une fraude au premier degré, un crime passible d'une peine minimale de 3 ans de prison. Lors de la mise en accusation, l'avocat commis d'office de Leia tenta de plaider sa libération sous caution. Mais le juge Martinez était à bout de patience. « Mademoiselle Brennan, vous avez violé des ordonnances restrictives, commis une fraude, et nous avons maintenant la preuve d'un complot en cours visant à escroquer plusieurs victimes. La libération sous caution est refusée. Vous resterez en détention jusqu'au procès. » Mason observa depuis la galerie tandis qu'ils emmenaient Leia. Elle se tourna pour le regarder une dernière fois, et il vit quelque chose dans ses yeux. Une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une peur sincère.
Elle commençait à comprendre que Mason Doyle n'était pas l'homme indulgent et confiant qu'elle avait épousé. Cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un de bien plus dangereux, quelqu'un qui respectait ses règles. 3 semaines plus tard, Aaron Wells mourut dans son sommeil au Northwestern Memorial. Le cancer avait progressé plus vite que prévu. Ses funérailles furent modestes, auxquelles assistèrent principalement des collègues médecins et quelques parents éloignés. Leah demanda l'autorisation d'y assister depuis la cellule du comté. Le juge Martinez la refusa. La mort d'Aaron modifia la dynamique de la vengeance de Mason. L'homme était désormais au-delà de toute punition, mais sa succession restait vulnérable. Manning porta plainte contre la succession d'Aaron pour son rôle dans la fraude, réclamant des dommages et intérêts qui empêcheraient Leah d'hériter de quoi que ce soit. Mais Mason avait une forme de justice plus personnelle en tête. Il fit appel à son entreprise de construction pour rénover le chalet d'Aaron au bord du lac, qu'il avait acquis lors d'une vente aux enchères pour 60 000 $, soit la moitié de sa valeur marchande. Ces rénovations n'étaient cependant pas des améliorations. Elles étaient une solution de rechange. Toute trace de l'histoire familiale d'Aaron était effacée. Tout a été dépouillé. Photos de famille, meubles, effets personnels, tout a été jeté à la poubelle. Mason a fait démolir les murs jusqu'au montant, arraché les planchers et vidé la salle de bain. Une fois les travaux terminés, il a vendu la propriété à un promoteur qui prévoyait de démolir le chalet et d'y construire des appartements. La maison d'enfance d'Aaron, où 5 générations de sa famille avaient passé leurs étés, allait devenir des appartements de luxe à Lac-Essor, à partir de 400 000 $. C'est excessif, a déclaré Terry en regardant l'équipe de démolition travailler. Aaron l'a aidé à voler 6 mois de ma vie, a répondu Mason. Je lui rends l'appareil. Mais Leah était sa cible principale, et Mason avait gardé le meilleur pour la fin. Il a engagé un autre détective privé pour contacter tous les membres du cercle social de Leah, son club de lecture, son groupe paroissial, ses anciennes collègues infirmières, les autres mères de famille de l'école de Cali. Le détective privé s'est fait passer pour un journaliste, écrivant sur des affaires de fraude, et a demandé s'ils avaient entendu parler de la situation de Leah. En une semaine, tout le monde en ville savait que la douce Leah Doyle, enceinte, était en réalité une escroc manipulatrice qui avait trahi son mari avec son ex-mari mourant. L'ostracisme social fut immédiat et total. Les anciens amis de Leah traversèrent la rue pour éviter sa mère. L'Église demanda à Rachel de démissionner de l'auxiliaire féminine. Le club de lecture annula ses réunions plutôt que de gérer le drame. Mais le coup de maître de Mason survint lorsqu'il découvrit que Leah détournait l'argent du fonds de charité de l'Église. En tant que trésorière du comité de la Banque alimentaire, Leah avait accès aux comptes qui finançaient les repas des familles sans abri. En 18 mois, elle avait transféré près de 8 000 $ sur des comptes personnels, masquant ces transferts avec de faux reçus et de faux documents. Mason présenta ses preuves au père McKenna, qui appela immédiatement la police. Les accusations de fraude caritative entraînaient une peine supplémentaire. Leah devait restituer intégralement l'argent à l'Église et effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général si elle était reconnue coupable. Elle n'a pas 8,000 $, souligna Manning. Je sais, dit Mason. C'est là le problème. Le poids combiné de toutes les accusations, mariage frauduleux, vol d'identité, complot, fraude caritative et violation d'ordonnances restrictives, valut à Leah une peine de 12 à 15 ans de prison. Son avocat commis d'office est venu voir Manning avec un accord de plaidoyer. Leah plaiderait coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une peine de 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle dans 3 ans. Je recommande de ne pas le faire, dit Mason à Manning. 5 ans, c'est une lourde peine. Elle va tout perdre, sa réputation, sa liberté, sa relation avec Cali. Pas assez. Qu'est-ce qui serait suffisant? Mason réfléchit sérieusement à la question. Je veux qu'elle comprenne ce que l'on ressent lorsqu'une personne de confiance détruit toute sa vie. Manning resta silencieux un instant. Mason, je dois te demander. Es-tu sûr de vouloir emprunter cette voie? La vengeance a le don de consumer les gens. Elle m'a consumé en premier. L'audience de plaidoyer était prévue jeudi matin. Leah comparaîtrait devant le juge Martinez et reconnaîtrait formellement avoir escroqué son mari, son église et l'État de l'Illinois. Mercredi soir, Mason fit son dernier geste. Il rendit visite à Leah au centre de détention du comté, sa première conversation en face à face avec elle depuis le dîner 3 mois plus tôt. Elle avait une mine affreuse. La prison avait arraché le vernis poli qu'elle avait conservé pendant 15 ans. Ses cheveux étaient gras,
sa peau livide, ses vêtements pendaient sur un cadre qui avait perdu 13 kilos. Mason, dit-elle en s'asseyant en face de lui dans le parloir. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour réconcilier Leia. Je sais. Je voulais juste te revoir une dernière fois avant demain. Comment te traite la prison? Son rire était amer. Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Il s'avère que les autres détenus n'aiment pas les femmes qui volent dans les églises. J'imagine que non. Mason, sache que je t'ai vraiment aimé. Peut-être pas comme tu le méritais, mais à ma façon. Ta propre stratégie consistait à imiter ma signature et à planifier le pillage de toutes mes économies. J'avais peur. Aaron était mourant, et je ne savais pas ce qui allait arriver à moi et au bébé. Alors, tu as décidé d'en faire mon problème. Leia s'est mise à pleurer. J'ai fait une erreur. Une terrible, horrible erreur. Mais est-ce vraiment une raison pour détruire ma vie entière? Mason se renversa dans son fauteuil. Tu as détruit ta propre vie le jour où tu as décidé que j'étais trop stupide pour remarquer tes mensonges. Et le pardon? Et les secondes chances? Tu as eu 15 ans de chance. Tu as choisi de les utiliser pour escroquer. Et le bébé? Ton fils ou ta fille a besoin d'une mère. Le bébé n'est pas de moi. Et tu n'as pas l'étoffe d'une mère. Les larmes de Leia se sont arrêtées. Une lueur dure a brillé dans ses yeux. Espèce de salaud. Espèce de salaud moralisateur. Tu agis comme si tu étais parfait, mais tu es aussi vindicatif que moi. La différence, c'est que je suis vindicatif envers ceux qui le méritent. J'espère que tu seras satisfait quand je pourrirai en prison. Mason se leva. Je le serai. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Leia l'appela. Tu le regretteras, Mason. Un jour, tu regretteras d'avoir détruit la mère de ton enfant. Mason se retourna. Ce bébé n'est pas mon enfant, Leia. Et tu n'es pas sa mère. Tu n'es que le vaisseau qui l'a porté. Le lendemain matin, Leia plaida coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge Martinez la condamna à 8 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle avant 4 ans. Mademoiselle Brennan, le juge déclara, vos actes constituent une profonde trahison de la confiance qui frappe au cœur de notre tissu social. Vous avez escroqué votre mari, votre Église et les personnes qui dépendaient de vos œuvres caritatives. La peine reflète non seulement les dommages pécuniaires, mais aussi les dommages émotionnels et spirituels que vous avez causés. Leia fut emmenée enchaînée. Elle ne se retourna pas. Mason s'assit dans la galerie à côté de Callie, qui avait insisté pour être présente. « C'est fini, papa ?» demanda-t-elle. « C'est fini. » Mais en sortant du tribunal, Mason ressentit quelque chose d'inattendu. Un vide. Pendant 3 mois, sa vie avait été consumée par le besoin de vengeance. Maintenant qu'il était comblé, il ne savait pas ce qui allait suivre. « Papa ?» Callie lui prit le bras. « Tu vas bien ?» Mason baissa les yeux vers sa fille, intelligente, forte et épargnée par les trahisons de sa mère, car il l'avait protégée du pire. « Je vais bien, ma chérie. Rentrons à la maison. » 6 mois plus tard, Mason se tenait dans la chambre d'enfant qu'il n'avait jamais terminée, tenant un document judiciaire qui allait changer de vie à jamais. Le bébé, un garçon, était né 3 semaines prématurément, tandis que Leia était en détention dans le comté, en attente de sa condamnation. Les services sociaux avaient immédiatement pris la garde de l'enfant et l'avaient placé en famille d'accueil en attendant que le tribunal statue sur ses droits parentaux. Aaron était mort, Leia était en prison, et Mason tenait des papiers de divorce qui rompraient tout lien juridique entre lui et l'enfant. « Tu n'es pas obligé de signer ça, » dit Manning. « Le garçon n'est pas biologiquement le tien, mais tu pourrais demander son adoption si tu le voulais. » Mason regarda les papiers. Le bébé n'avait rien fait de mal. C'était une victime innocente de l'égoïsme et des mensonges de ses parents. Quel genre de vie aurait-il dans le système? Difficile à dire. Il est en bonne santé, et les adoptions de nourrissons se passent généralement bien, mais il n'y a aucune garantie. Mason pensa à Callie, qui avait posé des questions sur son petit frère pendant des semaines après l'arrestation d'Hila. Comme elle était excitée à l'idée de lui apprendre à lancer une balle de baseball et de l'aider à faire ses devoirs. Comment s'appelle-t-il? Bébé Do 47. La famille d'accueil l'appelle Michael. Mason a signé les papiers de résiliation d'une main ferme. Assure-toi qu'il aille dans une bonne famille, des gens qui l'aimeront. Je passerai des coups de fil. 1 semaine plus tard, Manning a appelé pour donner des nouvelles. Il y a un couple à Springfield. Tous 2 enseignants, mariés depuis 10 ans, ils essaient d'adopter depuis 3 ans. Ils veulent rencontrer Michael. Bien. Mason, tu es sûr de ça? Mason a regardé autour de la crèche. Un berceau, une table à langer, un rocking chair,
Tout cela prenait la poussière. Il avait construit cette chambre pour un fils qui n'avait jamais vraiment été le sien. J'en suis sûr. Le divorce fut prononcé un mardi d'octobre. Leia était en prison depuis 4 mois, et Mason était officiellement de nouveau célibataire. Il célébra l'événement en démolissant la chambre d'enfant et en la transformant en bureau à domicile. Callie s'adapta mieux que prévu. Elle avait commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans l'aide aux enfants face à la trahison parentale. Les séances semblaient l'aider. Elle était moins en colère maintenant, plus concentrée sur la reconstruction de sa relation avec Mason. « Papa, penses-tu te remarier un jour ?» demanda-t-elle un soir au dîner. « Peut-être un jour. »« Pourquoi ?»« Je veux juste que tu sois heureux. »« Je suis heureux. »« Callie, l'es-tu ?»« Tu sembles différent depuis le départ de maman. » Mason réfléchit à la question. Il était différent. L'homme confiant et indulgent qui avait construit une vie avec Leia était parti, remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus calculateur. Différent en quoi? Plus froid, comme si on ne faisait plus confiance à personne. Elle n'avait pas tort. Mason avait appris que la confiance était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les gens mentiraient, tricheraient et trahiraient si cela servait leurs intérêts. La clé était de se protéger avant qu'ils n'en aient l'occasion. La confiance se mérite, ma chérie. Ta mère me l'a appris. Mais on ne peut pas passer sa vie à soupçonner tout le monde. Je peux vivre ma vie en faisant attention à qui je laisse entrer. 1 an après la condamnation de Leia, Mason reçut une lettre d'elle en prison. Il faillit la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. « Mason, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais il fallait que j'essaie une fois de plus de t'expliquer. J'étais effrayé et désespéré quand j'ai fait ces choix. Aaron était mourant et je ne savais pas comment je survivrais sans lui. Tu étais en sécurité, stable, et je pensais pouvoir y arriver sans blesser personne. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres. Je pensais pouvoir donner un enfant à Aaron, assurer mon avenir et préserver notre famille. Je sais que ça paraît égoïste aujourd'hui, mais c'était logique à l'époque. Je ne te demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé, malgré mes blessures. Tu étais un bon mari et j'étais une épouse épouvantable. Prends soin de Callie. C'est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. » Leia Mason a lu la lettre 2 fois, puis l'a mise dans sa déchiqueteuse. 2 ans plus tard, il travaillait tard à son bureau lorsque Callie a frappé à la porte. « Papa, il y a quelqu'un ici pour te voir. » Une femme se tenait dans le salon, la trentaine, les cheveux au burn, le regard doux. Elle tenait la main d'un petit garçon de 2 ans aux cheveux noirs et au regard curieux. « Monsieur Doyle, je suis Sarah Chen. Voici Michael, le garçon qui aurait dû être son fils. Nous voulions vous remercier, » a poursuivi Sarah. L'avocate chargée de l'adoption de Michael nous a dit, « Vous auriez pu rendre les choses difficiles, mais vous avez fait passer son bien-être avant tout. » Mason s'est agenouillé à la hauteur du garçon. Michael le regardait avec les yeux d'Aaron, mais ne montrait aucune peur. Seulement la lassitude naturelle d'un bambin qui rencontre un inconnu. « Comment va-t-il? »« Parfait. Heureux, en bonne santé, intelligent comme un roc. Il sera un briseur de cœur en grandissant. » Mason sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas vraiment du regret, mais une sorte de paix. Cet enfant grandirait aimé, protégé et ignorant des circonstances de sa naissance. « C'est bien. C'est vraiment bien. » Sarah hésita. « Monsieur Doyle, si jamais vous voulez le voir. »« Non. » Mason se leva. « C'est votre fils maintenant. C'est comme ça que ça doit être. » Après leur départ, Callie trouva Mason debout dans le jardin, regardant les étoiles. « Ça va, papa? »« Oui, je crois. Te demandes-tu parfois ce qui serait arrivé si maman n'avait pas menti? Si le bébé était vraiment de toi? » Mason réfléchit à la question. « Parfois, mais se poser des questions ne change rien. Est-ce qu'elle te manque? Celle que je croyais qu'elle était me manque, mais cette personne n'a jamais vraiment existé. » Callie lui prit la main. « Je suis contente que tu aies découvert la vérité. Pourquoi? Parce que maintenant je sais que tu ne me mentiras jamais comme ça. » Mason lui serra la main. « Jamais. » Ils restèrent là, dans un silence confortable. Père et fille, survivants d'une trahison qui avait failli détruire leur famille, mais qui les avait finalement rendus plus forts. Au loin, le sifflet d'un train résonna dans la prairie de l'Illinois. Le bruit d'un voyage, d'un mouvement, d'un abandon du passé. Mason avait appris que certaines trahisons étaient impardonnables, que certains mensonges étaient trop profonds pour être surmontés, et que certaines personnes détruiraient votre vie sans hésiter si cela servait leurs intérêts.
Mais il avait aussi appris que survivre ne consistait pas seulement à endurer la trahison. Il s'agissait de s'assurer que le traître comprenne le véritable prix de ses choix. Leia avait encore 6 ans pour réfléchir à ce prix dans sa cellule. Et Mason avait le reste de sa vie pour s'assurer de ne jamais oublier les leçons qu'elle lui avait enseignées sur la différence entre l'amour et la confiance, entre le pardon et la justice, et entre être une victime et être un survivant. Les mensonges concrets avaient été brisés, réduits en poussière et balayés. Il ne restait que la vérité, solide comme le roc et 2 fois plus durable. 5 ans après la condamnation de Leia, Mason fut informé qu'elle était admissible à la libération conditionnelle. Elle avait purgé la peine minimale avec bonne conduite et suivi des cours de gestion de la colère. La commission des libérations conditionnelles lui demanda s'il souhaitait fournir une déclaration de la victime. Mason refusa. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire au tribunal des années auparavant. La peine de Leia était entre elle et l'État. Callie avait maintenant 19 ans et étudiait l'ingénierie à l'Université de l'Illinois. Elle était devenue une jeune femme remarquable, forte, indépendante et sceptique face aux promesses faciles. La trahison de Leia lui avait appris de précieuses leçons de confiance et d'autonomie. « Tu as peur que maman sorte ?» demanda-t-elle lors d'un de leurs appels téléphoniques hebdomadaires. « Non, ce n'est plus mon problème. Et si elle essaie de nous contacter? On s'en occupera. Mais je ne pense pas qu'elle le fera. » La prison change les gens. Mason avait changé aussi. Son entreprise de construction était devenue l'une des plus prospères du centre de l'Illinois. Il ne s'était jamais remarié, même s'il fréquentait occasionnellement des femmes qui comprenaient que sa confiance se gagnait lentement et se gagnait au quotidien. Il avait bâti une belle vie sur la trahison de sa mère, non pas malgré elle, mais grâce à elle. La leçon était simple. Quand quelqu'un vous révèle sa vraie nature, croyez-le. Et quand il essaie de détruire votre vie, assurez-vous qu'il en comprenne les conséquences. Les mensonges concrets peuvent être brisés, mais la vérité demeure éternellement.